Cette presqu'île a été construite à la fois par des phénomènes naturels et par l'homme. D'abord des phénomènes naturels. À la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a 15 000 ans, le dernier glacier à la période du Würm s'est déposé par ici et se retire. Le Rhône se constitue progressivement avec des chenaux de fonte du glacier et donc on a des atterrissements, c'est-à-dire des alluvionnements qui viennent se déposer au sud de la Croix-Rousse. C'est ainsi que vers l'an 0, on a un confluent qui se forme à hauteur des Cordeliers environ, donc un peu au sud de la Croix-Rousse. Et puis progressivement, il comble un peu plus loin et il atteint la place de la République, puis la place Bellecour à la fin du 1er siècle, voire au début du 2e. Parallèlement, les hommes se sont déjà installés dès l'époque celtique sur la plaine de Vèze, de façon très ancienne. Et puis, à la période romaine, la ville est fondée en 43 avant Jésus-Christ par Mунatius Plancus, avec donc une fondation sur la colline de Fourvière, le Forum Vetus, le vieux forum, et une occupation humaine aussi en bas de la colline, sur les quais de Saône. Sur la presqu'île également, une implantation humaine se développe avec notamment des entrepôts à l'emplacement actuel de la place Bellecour qu'on appelle les canabés, qui a été retrouvé marqué par un vide sanitaire, c'est-à-dire des amphores renversés qui permettent de maintenir l'humidité dans le bas. Cette presqu'île ensuite va se déplacer de façon naturelle jusqu'à hauteur d'Enay, hauteur des remparts d'Enay, et va donc s'installer là jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis c'est ensuite la construction artificielle de la presqu'île sur les plans d'abord de Michel-Antoine Perrache au XVIIIe siècle, qui projette un quartier du sud de la presqu'île avec un projet assez grandiose et très arboré, très paysager. Il ne verra que la chaussée Perrache, c'est-à-dire ce qui actuellement est occupé par l'autoroute sur la rive gauche, et ensuite le reste va rester à l'état de marécage jusqu'à la Restauration. En effet, dans la période révolutionnaire et pendant l'Empire, le comblement avance très modérément. Derrière moi, la Balme du Levant, qui est le versant sur les communes de Sainte-Foy et la Mulatière. Balme du Levant était jusqu'à une période très récente à l'extérieur de la ville, était une zone tout à fait campagnarde avec des maisons des champs, disons des négociants lyonnais pour l'essentiel, avec de très très belles maisons. Nous sommes maintenant devant le quai de Jean-Jacques Rousseau, prolongé par le quai dit des Étroits. Quai des Étroits, ça se comprend tout seul par son vocabulaire. C'est un quai qui autrefois était un des accès à Lyon, mais qui a été très difficile à emprunter. Le chemin le plus habituel était plutôt à mi-pente, c'était le chemin de Fontanière, qui passait dans les maisons tout en haut, qui était très étroit et difficile pour croiser. Une autre solution pour entrer dans Lyon, c'était bien sûr le pont de la Guillotière, mais ça c'était plutôt côté est. Et enfin, à partir du XVIIIe siècle, la chaussée Perrache, qui avait été aménagée par Michel-Antoine Perrache sur la rive droite du Rhône, sur la presqu'île, au début de son aménagement à la Val d'Enay.
Et donc cette chaussée Perrache a été réalisée à la fin du XVIIIe. On a comblé la presqu'île beaucoup plus tard. Il a fallu attendre la restauration. Et c'est encore un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, qu'on va moderniser le quai Jean-Jacques Rousseau que nous voyons aujourd'hui, et qui a été conquis sur la Saône. Nous tournons la tête maintenant et nous regardons sur la rive gauche l'ancien port Rambaud avec ses portiques, avec la sucrière qui a été le premier bâtiment ancien du port réhabilité dans le cadre des travaux récents d'aménagement de cet ensemble. Cet ensemble a été réaménagé par un groupement entre le Grand Lyon, VNF et la Caisse des dépôts. Nous suivons les différents bâtiments avec bien entendu la place nautique et l'ancienne capitainerie du port, la MJC que nous avons juste devant nous. La place nautique a été bordée de bâtiments sous forme de cubes rappelant les conteneurs. Des bateaux sont rangés à quai, ce sont des bateaux de service, des bateaux à passagers pour la plupart. À l'aval, nous avons des bateaux logements. Nous arrivons maintenant au pont de l'autoroute, suivi du pont Kitchener, et devant ce pont Kitchener, vous allez apercevoir des figures allégoriques de la Saône et du Rhône. Elles sont intéressantes parce que difficiles à voir en dehors d'un bateau. Voilà, vous y êtes. Exactement. Ensuite, une fois passé cette série de ponts, nous allons à hauteur de la montée de Choulan découvrir bientôt le quai Fulchiron, et vous avez ici le siège de Voies navigables de France, direction régionale de Lyon, avec des témoins également des anciennes fortifications de Lyon que vous apercevez sur la colline qui monte en direction de Saint-Just. Ce secteur est le secteur de la quarantaine, puisque autrefois nous étions en dehors du rempart de Lyon, et c'est là où on mettait les pestiférés en quarantaine. Nous apercevons maintenant la flèche de l'église Saint-Georges à hauteur de la passerelle du même nom. La cathédrale Saint-Jean, qui est installée sur ce qui était autrefois une île, qui était bordée par un bras de la Saône de l'autre côté, sur l'actuelle rue Tramassac. Cette île a été poldérisée, comblée au IIIe siècle, au moment où les Lyonnais sont descendus de la colline de Fourvière et se sont installés dans ce quartier. Ça a été donc un aménagement totalement artificiel autour de la première cathédrale de Lyon, le siège de ce qui va être plus tard la primatiale des Gaules. Nous sommes ici au cœur même de la ville de Lyon, là où s'est façonné le carrefour lyonnais entre l'axe nord-sud Rhône-Saône, qui était autrefois la voie principale des transports sur cette partie de l'Europe, et l'axe routier nord-ouest-sud-est qui passait par le pont de Saône, qui se trouve un petit peu dans ce secteur, en face de Saint-Nizier, entre le quartier du Change et Saint-Nizier, et qui passait également par le pont du Rhône, plus tard devenu pont de la Guillotière sur le Rhône. C'est cette fonction de carrefour qui va faire de Lyon la ville qu'elle est aujourd'hui. Nous avons aussi des quais qui sont tous unifiés à une côte disons hors d'eau, tout ceci ayant été réalisé en 1860 après la grande crue millénaire de 1856. Ceci a donné lieu à des travaux sous l'égide du préfet et également maire Marius Weiss, qui a réalisé ces quais à une cote d'un niveau dit insubmersible.
Nous sommes maintenant positionnés exactement à l'amont de ce qu'était autrefois la ville médiévale, dans un secteur qui s'appelle Sainte-Marie-aux-Chênes. Pourquoi aux Chênes? Parce qu'il y avait une chaîne qui fermait la ville au nord, comme d'ailleurs une autre la fermait au sud, à hauteur de Saint-Georges. Donc nous arrivons devant le secteur de la caserne des subsistances, qui est aujourd'hui réhabilitée et reprise pour être un centre d'animation culturelle, d'exposition. Et puis, un peu plus au nord, nous arrivons devant un bâtiment du XVIIIe siècle marqué par des cornes d'abondance. Ce sont les greniers d'abondance, aujourd'hui siège de la direction régionale des affaires culturelles. Vous voyez ces cornes d'abondance dans le triangle ici du bâtiment. Ce grenier était accessible en bateau avec des grains. On stockait ici les grains pour faire ce qu'on appelle la soudure en période de disette pour la population. Et puis nous arrivons ensuite devant le fort Saint-Jean. C'était le premier rempart lyonnais au nord de Lyon à partir du XVIIe, puis ensuite conforté au XIXe. Nous avons ici un certain nombre de bateaux-logements. Les emplacements sont très demandés à Lyon. On en a un certain nombre ici, un certain nombre sur l'aval de la Saône, près du confluent, d'autres également sur le Rhône. Ça vous permet d'avoir quand même un appartement de grande superficie en plein centre-ville, avec bien entendu quelques inconvénients liés au flux, mais c'est quand même des choses intéressantes. Ici, nous continuons à remonter la Saône en direction du pont Mazaric. Nous passons devant la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, qui, je le rappelle, a été construit dans l'après-guerre et qui vient d'être doublé par un tunnel pour les modes doux. Le pont Mazaric, avec sa pile centrale, c'est une des piles les plus anciennes des ponts lyonnais, avec le pont de l'Île-Barbe. On est ici en 1831, avec une technique des ponts à câbles de fil de fer, selon les préceptes de Marc Seguin, qui l'a inauguré en 1826 sur le Rhône à Tournon. Ce pont Mazaric superbe qu'on appelait le pont de la gare qui était le pont de la gare d'eau et non pas de la gare ferroviaire, qui a été construite plus tard. La gare d'eau c'est 1827, le pont c'est 1829 et la gare c'est 54, ne pas confondre. Nous sommes ici en hauteur de l'entrée de l'ancienne gare d'eau, qui est aujourd'hui occupé par le stade et les bâtiments du Crédit Agricole et de Groupama. Ce stade de Boucau, qui était occupé par des silos jusqu'en 1944, au moment où ils ont été dynamités. Nous arrivons maintenant à l'aval de l'Île-Barbe, qui était autrefois le siège d'une très puissante abbaye bénédictine qui s'est très fortement développée avec des dépendances dans toute l'Europe. C'était une puissance assez phénoménale, peut-être pas autant que l'abbaye de Cluny, mais pas très loin, qui avait des possessions dans toute l'Europe. Cette abbaye, il n'en reste plus rien. Il reste simplement quelques témoignages, quelques murs, notamment l'église Notre-Dame du XIIe siècle,
dont il subsiste le clocher. D'autres murailles existent également dans ce clos. Nous avons affaire ici maintenant à une copropriété. Qui dit copropriété dit accès public limité, mais possible quand même. Également un restaurant. Dépendait de l'île Barbe et on enterrait les morts à l'île Barbe. Par contre, Cuire dépendant de l'abbaye d'Ainay, eh bien, c'était un peu différent. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le poumon vert de l'Ouest lyonnais, avec la présence de zones boisées, résidentielles. Mais un peu plus au nord, à Collonges, la présence d'une industrie chimique qui existe toujours. Face à l'île Barbe, l'ancienne paroisse de Cuire. Ce village était autrefois un village de paysans. Paysans, au bout d'un moment, ne se sont pas du tout entendus avec leurs collègues et ils ont demandé à être rattachés à Caluire. Et donc c'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, a constitué la commune qui normalement s'appelle Caluire et Cuire réunis. L'ancienne écluse de l'île Barbe est désaffectée depuis 1966, date à laquelle on va réaliser l'aménagement de Pierre-Bénite. À l'aval de Lyon, on va unifier le plan d'eau de la Saône et du Rhône dans Lyon. Sur 21 km ici, entre Ouzon, qui se trouve à l'amont, et Pierre-Bénite, on unifie le plan d'eau. Idem évidemment avec le plan d'eau du Rhône. En même temps, on va aussi faire ce qu'on appelle un déroquetage, c'est-à-dire qu'on va faire sauter les rochers qui se trouvaient dans le centre de Lyon, à l'aval du pont du Change. Il y avait un rocher qui bloquait la navigation. Pour améliorer la navigation, on fait deux choses. Donc, dans cette période du Second Empire, d'une part, on fait sauter les rochers dans le centre de Lyon, les rochers du Change. D'autre part, on construit un barrage ici. À côté de ce barrage, on aménage une écluse qui avait un gabarit tout à fait original de 16 mètres de large et qui a été ensuite donc utilisé ainsi jusqu'en 1967. Le château de Cuire était donc on est à l'emplacement de ce château qui a été évidemment démoli, reconstruit et aujourd'hui c'est une copropriété. C'est plus du tout un château. Ça a été un pensionnat de jeunes filles, ça a été occupé par pas mal de choses. Et puis à l'emplacement devant l'écluse, on a ici 3 clubs d'aviron. Ces clubs d'aviron, je pense que vous le savez tous, sont un vivier ici de champions olympiques. Alors un mot sur l'histoire religieuse de Lyon qui est tout à fait importante. Lyon est devenue la abbatiale des Gaules à partir du XIe siècle. Dans l'ordre protocolaire, c'est toujours Lyon qui est en tête et donc après une rivalité très ancienne entre Lyon, Arles et Vienne, c'est Lyon qui l'a emporté. Donc l'église de Lyon va connaître un fort rayonnement et on va voir se développer à Lyon depuis longtemps un culte très important en l'honneur de Marie.
de la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie? C'est ce qu'on appelle la tradition johannique, c'est-à-dire que les premiers évêques de Lyon étaient, disons, associés à l'apôtre Jean. Vous vous souvenez que c'est bien l'apôtre Jean qui avait hébergé Marie, donc d'où cette tradition johannique et la présence très importante de statues de Marie un peu partout dans la ville. La Fourvière a été, depuis le Moyen-Âge, un lieu de pèlerinage à Marie, avec donc au XVIIe siècle une chapelle. Cette chapelle a été surmontée en 1852 d'une statue dorée qui est toujours là en place, et puis un peu plus tard, à partir de 1896, de cette basilique qui est construite dans un style tout à fait étonnant, néo-baroque, que les Lyonnais appellent l'éléphant renversé, puisqu'on voit ces quatre pattes qui sont en l'air. Saint-Georges est dû à l'architecte Bossan, le même que celui qui a construit la basilique de Fourvière. Et celui-ci considérait Saint-Georges comme son péché de jeunesse, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc. Avec l'aménagement de l'ancien port Rambaud, nous entamons maintenant donc une entrée fulgurante dans le XXIe siècle avec des bâtiments d'une architecture tout à fait particulière, originale. Le cube orange, bien entendu, nous verrons juste après le cube vert du même architecte. Le bâtiment tout noir ici, c'est l'ancien bâtiment des douanes, qui était douane jusque dans 1950. Qui était un lieu de stockage de différents matériaux. Ensuite, nous trouvons le bâtiment blanc dit de la sucrière, qui était un entrepôt de sucre. Auparavant, un petit peu à l'amont, c'était les salins du Midi où on stockait les sels. Tous ces sels étant arrivés par bateau ou par train. Les sucres, il en était un peu de même, surtout des arrivages par train. Nous avons le témoignage de cette fonction portuaire à travers des portiques. 2 portiques ont été préservés, entretenus. C'était des portiques qui permettaient des chargements bord à bord entre bateaux de rivière de Saône et bateaux du Rhône jusqu'à la période de 1966, celle de l'unification du plan d'eau lyonnais dont on a parlé précédemment avec l'aménagement de Pierre Bénite. Nous retrouvons ensuite d'autres bâtiments de cette architecture futuriste tels que le cube vert qui est le siège aujourd'hui d'Euronews, transféré récemment d'Écully, donc le siège de la société, la télé. Nous avons d'ailleurs ici sur le port beaucoup de sociétés de communication. Nous trouvons ensuite, toujours dans la communication, ce bâtiment complètement en porte-à-faux sur la Saône, celui de GL Events, une entreprise lyonnaise bien connue de l'événementiel, qui a d'abord été construit sous forme ça ressemblait à une sorte de grue qui dépassait sur la Saône. On pouvait se demander un petit peu ce que c'était, et finalement c'est bien un bâtiment de bureau. Et puis nous commençons à apercevoir un peu plus loin le musée des Confluences qui va être construit
à la terminaison de la presqu'île avec sa construction très originale de l'architecte autrichien Himmelblau. Le pont de la Mulatière qui a eu 7 constructions successives. Le tout premier pont, c'est celui de Perrache à la fin du XVIIIe, mais il va durer très peu de temps. C'était un pont de bois, puis ensuite on a eu un pont qui était le premier qui a permis l'arrivée du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, et d'autres encore qui se sont succédés. Aujourd'hui, un pont routier, autoroutier d'une part, et puis un pont ferroviaire. Et tout ça pour arriver en face de la ville de la Mulatière. Alors, nous arrivons maintenant devant l'ancienne mairie de la Mulatière avec son écluse et le rappel de l'ancien barrage. Ce barrage démoli en 1966 la Saône. Il y avait en fait 2 types de navires. La Saône était aménagée avec des barrages mobiles, on les appelait comme ça, barrages mobiles avec une série d'aiguilles, des aiguilles qui étaient côte à côte et qu'on enlevait une par une en passant sur un plancher. C'était extrêmement dangereux. Ensuite, on a un petit peu mécanisé tout ça. Tout ça a perduré bien après la Deuxième Guerre. Ce type de barrage à aiguille ou à hausse, selon les différentes catégories, est maintenant remplacé par des barrages plus modernes qu'on peut voir sur la Saône, mais qu'on ne verra pas ici. Ici, le barrage a été supprimé, il reste l'écluse qui est désaffectée, et ce barrage est supprimé parce qu'on a unifié le plan d'eau dans Lyon à partir de l'aménagement qui se trouve en aval à Pierre-Bénite. En fait, on a barré le Rhône. Quand je dis on, c'est la CNR en 1966 a barré le Rhône, a réalisé un barrage de retenue, a dérivé le Rhône dans un canal de 12 km qui prend son origine devant Saint-Fond et qui va jusqu'à Vernaison, Miry. Donc avec un canal d'amener qui amène l'eau à l'usine et à l'écluse, et ensuite un canal de fuite très long de 12 km. Grâce à la construction de ce canal de fuite, on a pu avoir des matériaux, des graviers, qui ont été étalés sur une plateforme, qui est la plateforme des usines chimiques de Saint-Fond et de Feyzin. Et c'est ainsi qu'à Feyzin, en 1964, on a ouvert la raffinerie pétrochimique, toujours en service. Et également des usines chimiques de cette époque. Et puis on a utilisé également les matériaux pour la construction de la gare de triage de Ciblin, qui est une des 3 premières gares de triage de France, une des plus importantes d'Europe, et également l'autoroute A7. Donc c'est une opération d'aménagement du territoire, une des premières du genre dans l'après-guerre. C'est aussi l'occasion de réaliser des stations d'épuration et de mettre en place des réseaux d'égouts dans Lyon. Jusqu'alors, on jetait les égouts dans le Rhône. Et donc tout ça a été réalisé par une opération pilotée par le préfet de l'époque, Roger Ricard, coordonnée par lui, avec comme acteur principal la Compagnie nationale du Rhône,
qui, je le rappelle, a été créé selon la loi du Rhône de 1921 et donc une constitution, un cahier des charges, des statuts de 1933. Cet aménagement de pierre bénite fait partie des aménagements du Rhône qui ont été réalisés entre la frontière suisse et la mer. C'est le premier aménagement où on a une usine hydroélectrique avec des turbines à axe horizontal qui permettent d'avoir un génie civil plus discret dans le paysage et moins cher. Là, nous avons en face de nous à la fois le musée des Confluences et le pont Raymond-Barre, le pont Pasteur bien entendu au premier plan, et nous sommes ici exactement à la confluence Rhône-Saône, marquée par ces trois pieux, ces trois ducs d'Albe, comme on dit dans le langage technique. Ici, la pointe de la confluence, qui était autrefois beaucoup plus hors d'eau, puisque, comme on l'a dit, le plan d'eau a été relevé artificiellement depuis 1966. Le musée des Confluences, donc une opération de longue haleine qui a été assez compliquée avec deux types de bâtiments, de structures emboîtées l'une sur l'autre, le nuage au-dessus, le cristal en dessous. Ici, un paquebot qui se trouve à quai. Nous avons sur le Rhône pas moins de 25 paquebots qui naviguent, la plupart ayant leur port d'attache à Lyon. Ces paquebots se sont développés depuis une trentaine d'années, 25 ans. Au départ, personne n'aurait imaginé qu'on en ait plus de 3 ou 4, et puis plusieurs compagnies, non seulement françaises avec CroisiEurope, mais aussi américaines, norvégiennes, suisses, allemandes, etc., se sont implantées à Lyon. Le musée, donc, avec son architecture très originale, qui a été un peu compliquée. Un mot sur le quartier de Gerland, qui est un des trois faubourgs de Lyon, avec Vèze, la Perrache, nous avons Gerland, qui est un technopole, des centres de recherche et l'aspect économique qui s'est beaucoup développé avec l'école normale supérieure, lettres, puis sciences, ou sciences plus lettres, l'université, mais aussi des laboratoires, Institut Mérieux et d'autres, à Guétan et d'autres, qui ont développé, et puis l'aspect ludique avec le sport, bien entendu le stade de Gerland, aujourd'hui repris aux footballeurs par les rugbymen, et puis des terrains de tennis, de sport, et bien sûr du logement, puisque c'est un quartier très habité. Également des hôtels, différents services, et un parc, le parc des Quatre Rives, qui est très important puisqu'il représente 80 hectares, à peu près la même taille que celui de la Tête d'Or, et pourtant moins connu. Le lycée international, là, juste là, qui a été construit par la région, puisque la région est compétente en matière de construction et de gestion des lycées. Donc il fallait absolument avoir un lycée international, multilingue, notamment au moment où on a fait venir à Lyon Interpol. Interpol, donc l'international des polices, qui est installé au nord de la ville. Nous sommes maintenant devant ce qu'on appelait autrefois la Londe Félisa. Londe Félisa parce qu'on avait un bras du Rhône, bras mort, qui était présent ici. Et c'était un lieu de construction et de réparation de bateaux. C'est ici qu'a eu lieu le chantier dit de la Mouche, puisque c'était aussi le secteur des îles de la Mouche, et les bateaux-mouches parisiens sont nés ici. Nous avons encore aujourd'hui de la réparation fluviale
pour des bateaux du type que vous voyez ici à quai. Nous allons aborder maintenant le pont Raymond Barre, qui est un pont qui est affecté aujourd'hui au tram et au vélo, au mode doux, voilà. C'est un pont tout récent qui a été construit en 2 éléments dans le port de Lyon, un petit peu à l'aval, et qui a été acheminé par barge selon une technique extrêmement originale. Ça s'est passé sur plusieurs jours avec un assemblage au millimètre en période de hautes eaux, donc ça a été une affaire assez compliquée, mais on a fini par y arriver, donc il y a maintenant quelques années. Ce pont Raymond Barre également est accompagné d'un pont plus ancien qui lui est un pont routier, le pont Pasteur. Ce pont Pasteur a eu plusieurs ancêtres, dont le tout premier servait à desservir les abattoirs de Lyon, donc un petit peu avant la guerre de 14. Nous passons dessous. Vous avez les bâtiments de Gerland et puis juste à l'amont le pont Pasteur, donc qui lui est plus classique et qui dessert le quartier de Gerland. Nous retrouvons maintenant la rive gauche du Rhône, qui était autrefois un paysage très différent, un paysage rural, avec des launes, c'est-à-dire des bras du Rhône qui changeaient régulièrement selon la crue. Nous passons sous le pont ferroviaire qui rejoint la gare de Perrache. Et ensuite, nous aurons un pont routier qui a succédé lui-même à plusieurs ponts, dont l'un qui datait de l'époque de Napoléon, le pont du Midi. Cette rive gauche était très peu occupée, à l'exception de la terrasse alluviale de la Guillotière qui avait permis d'installer le pont qui se trouve plus à l'amont et qui était le pont du Rhône, le seul et unique pendant très longtemps, avant la mise en place au XVIIIe siècle, beaucoup plus au nord, du pont Morand. Cette rive gauche, à l'exception du bourg de la Guillotière, était un lieu de campagne. Nous avions l'essentiel du territoire qui était occupé par des terrains de l'Hôtel-Dieu, repris plus tard par les hospices civils de Lyon, et puis également d'autres grandes propriétés qui étaient très rurales, très campagnardes. Nous allons maintenant passer le pont Gallieni, qui se trouve directement à la sortie de la gare de Perrache. Et puis nous allons retrouver les paquebots et le quai Claude Bernard sur lequel nous avons embarqué et où nous allons maintenant bien sûr débarquer. Donc les paquebots, la croisière est un phénomène récent. Au départ, quand les premiers bateaux de ce type sont arrivés, personne n'aurait imaginé qu'on en ait plus d'un ou deux. Aujourd'hui, on en a 25.
dont la plupart ont leur port d'attache ici à Lyon. Ces paquebots appartiennent à différentes sociétés, une d'elles est française avec 4 bateaux, d'autres sont allemandes, suisses, norvégiennes, etc. Et donc ils exécutent des voyages sur le Rhône et la Saône, principalement entre Arles et Chalon-sur-Saône, de temps en temps un petit peu plus au nord, parfois un petit peu plus au sud, vers Martigues. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas sur un paquebot de ce type, mais sur un bateau restaurant. Il existe plusieurs bateaux restaurants à Lyon aussi, comme sur les autres portions navigables du Rhône et de la Saône. Eh bien, au terme de cette balade qui nous a permis d'entrevoir la richesse du patrimoine urbain lyonnais vu du fleuve, je me permettrai de tirer quelques réflexions. J'en retiendrai deux. La première concerne le thème du confluent. Nous avons à Lyon une des rares villes millionnaires avec un confluent au centre-ville. Ce confluent a été façonné d'abord de façon naturelle, par alluvionnement, hein, comme ça a été dit, jusqu'aux alentours du 1er siècle, jusque vers le secteur de l'ancienne abbaye d'Ainay, et puis ensuite par l'homme. Ce confluent, c'est aussi une construction artificielle à plusieurs périodes. D'une part, nous avons eu au IIIe siècle le comblement d'un bras de la Saône qui a permis de rejoindre l'île Saint-Jean à la colline de Fourvière, et ceci au moment où les Lyonnais se sont installés au pied des sources après la rupture des aqueducs qui approvisionnaient la ville haute, le vieux forum de Fourvière, donc cet approvisionnement en eau étant interrompu. C'était donc la première poldérisation. La deuxième, beaucoup plus tardive, c'est à partir du XVIIIe siècle, avec le projet Perrache, qui est au départ un projet plutôt d'embellissement de la ville, d'extension de la ville au-delà de son rempart, comme l'a fait également Soufflot et comme l'a fait Morand plus au nord. Et ce projet de comblement ne verra le jour en fait que sous la Restauration, après des projets de l'empereur Napoléon de construire un palais impérial, mais qui ne verra jamais le jour. La deuxième réflexion, elle est plutôt d'ordre économique. Je vous propose de nous interroger sur la thématique de Lyon métropole. Lyon a-t-elle été une métropole? Est-elle, sera-t-elle un jour une métropole à nouveau? Et en quoi les fleuves jouent ou pas un rôle dans cette affaire? La ville de Lyon a effectivement été une métropole au sens d'un nœud d'échange international à deux reprises. D'abord pendant 3 siècles à la période romaine et gallo-romaine, c'était la capitale des Gaules, et là les fleuves jouaient tout leur rôle puisque la navigation étant le mode essentiel, la corporation principale de la ville, c'était les nautes, qu'on appelait le corpus splendissimum, c'est-à-dire la corporation la plus splendide, la plus riche. Donc ça montre toute la puissance de cette navigation, à l'origine même de la puissance économique de la ville. Donc une relation de Lyon bien évidemment avec toute la Méditerranée, et puis avec l'ensemble des Gaules, puisque c'était, comme vous le savez, la capitale des Gaules, célèbre par l'amphithéâtre des Trois Gaules qui se trouve au pied de la colline de la Croix-Rousse. Ça, c'est la première période. Ensuite, après une longue
une longue période un peu plus difficile où Lyon devient une ville plus, disons, plus discrète. Elle reprend vigueur à la fin du Moyen Âge. Et là, on observe une deuxième stade où la ville a une puissance tout à fait importante à l'échelle européenne. C'est la période d'un siècle, pas plus d'un siècle, entre 1450 et 1550, juste avant la période de Henri IV et du début de la centralisation parisienne. À cette période-là, donc en 1550, on peut observer sur l'ancien plan scénographique de Lyon, que vous connaissez sans doute, pas moins de 51 ports qui sont présents sur la Saône et sur le Rhône, avec tout un tas d'activités, la ville ayant directement les pieds dans l'eau. La Saône est vraiment l'artère nourricière de la région. Et on a ici à Lyon une activité économique florissante avec des échanges pilotés par les grands marchands, banquiers florentins, lucquois, pisans, mais aussi suisses ou allemands. Après la période Renaissance vient l'époque moderne, donc où là nous sommes dans un régime de l'absolutisme royal qui grandit et qui impose sa loi sur l'ensemble du pays. Lyon n'échappe pas à cette contingence, alors qu'au XVIIIe et au XIXe, eh bien, la ville a beaucoup d'atouts pour qu'elle aurait pu valoriser beaucoup plus fortement, notamment l'industrie de la soierie qui a pu être développée sur la présence de capitaux qui avaient été accumulés auparavant à la suite de la Renaissance. Cette soierie va ensuite générer l'industrie. L'industrie lyonnaise est en fait, on le dit, fille du textile, fille de la soierie. Elle a permis le développement du textile d'une part, de la chimie d'autre part, et de la mécanique. Et puis ensuite, une diversification industrielle qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, avec maintenant donc une présence dans l'agglomération lyonnaise d'à peu près toutes les industries possibles et imaginables, voilà, sauf quelques cas très, très particuliers. Au XVIIIe et au XIXe, la navigation demeure toujours la reine des transports, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, puisque à partir de 1856, le chemin de fer prend le pas sur la navigation, il lui met un coup extrêmement rude, et à tel point que le nombre de bateaux est divisé par 10 en 10 ans, facile à retenir. Et donc, s'il n'y avait pas eu, d'une part, l'invention, l'innovation, d'une part, et puis également un soutien indéfectible de certains capitaines d'industrie qui ont eu la ténacité de poursuivre, probablement qu'on n'aurait pas pu voir la batellerie passer la fin du XIXe siècle. Grâce aux aménagements Girardon, qui vont permettre donc d'améliorer le tirant d'eau pour les bateaux sur le Rhône, la batellerie va s'en sortir. Alors vous allez me dire, mais et la métropole, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien la métropole aujourd'hui, elle est en devenir, on n'a pas retrouvé ce rang qu'avait autrefois Lyon autour de 1550, mais Lyon a toutes les possibilités aujourd'hui pour redevenir une vraie métropole de rayonnement international. On est loin du bassin lémanique, hein, qui est à notre porte et qui, lui, est une véritable métropole. Je dis bien le bassin lémanique et pas seulement Genève, hein, c'est l'ensemble du lac, avec donc un centre de la métropole, tout simplement au milieu de l'eau. Donc cette ville de Lyon est également toujours aujourd'hui baignée par les fleuves, avec une navigation qui a des problèmes, mais aussi des atouts. Des problèmes,
tout n'est pas simple pour ce qui concerne la liaison avec le port maritime, mais c'est en train de s'améliorer, semble-t-il, notamment au titre de l'égalité de traitement du mode fluvial par rapport aux autres modes. On espère que on va aller dans le bon sens et avoir un fonctionnement du même type qu'à Anvers ou à Dunkerque. On y croit. Et puis également le fait que ce bassin fluvial grand gabarit est fermé par décision politique depuis maintenant donc une bonne vingtaine d'années. Donc c'est dommage puisque ça ne facilite pas l'économie générale de cette navigation, dans la mesure où quand on n'a pas assez de fret, un manque de fret, on ne peut pas renvoyer les grands bateaux ailleurs, et quand on a trop de fret, c'est difficile d'en faire venir. Donc on a un problème de fonctionnement de bateaux qu'on appelait autrefois les voyageurs de bouteilles, c'est-à-dire qu'on tourne dans une bouteille, mais on a du mal à passer par le goulot. Donc maintenant, je voudrais vous faire part de quelques perspectives d'optimisme. Je signalerai trois sujets d'optimisme. Le premier sujet, c'est que le pire n'est jamais certain, et ainsi, quand on a lancé l'aménagement du Rhône, on n'avait absolument pas imaginé le fluo maritime, qui est maintenant bien présent. On n'avait pas du tout imaginé non plus la croisière, et même les premiers promoteurs de croisière, donc dans les années 90, n'auraient absolument pas pensé qu'un jour on ait 25 paquebots qui naviguent, et s'ils naviguent, c'est que les compagnies y trouvent leur intérêt. Donc c'est quand même un sujet qui nous permet de dire que l'espoir n'est jamais perdu. Deuxièmement, toujours dans cette thématique de la batellerie, la batellerie a toujours su s'adapter aux difficultés tout au long de l'histoire sur le Rhône et la Saône. On le voit depuis le néolithique, et on le voit encore puisque le Rhône et la Saône, avec leur batellerie, sont toujours inscrits dans la modernité et dans l'innovation, notamment pour ce qui concerne la transition énergétique et la transition numérique. La transition énergétique, on est dans le ton concernant les problématiques de futurs bateaux hydrogène. On est dans le ton pour ce qui concerne les transitions sur le diesel, sur l'électrique, sur le diesel électrique. Et puis on est dans le ton pour ce qui concerne la transition numérique, avec la possible utilisation d'antennes qui seront présentes sur les bords du Rhône, et qu'on pourra utiliser plus tard, peut-être un jour, pour des bateaux autonomes. Encore que ça ne sera pas simple, puisque le Rhône est un long fleuve pas si tranquille, et donc il faudra être très très précautionneux là-dessus. Deuxième sujet d'optimisme, c'est la question de l'urbanisme. Après une période où on a un peu oublié les fleuves, où on a laissé sur les quais des zones un peu, disons, pas très sympathiques, où on a utilisé surtout les quais pour des parkings, on revient maintenant à une couture entre les Lyonnais et leurs fleuves, avec plusieurs séquences. D'abord le plan bleu qui va permettre de lancer des projets, la réalisation d'aménagements de berges sur le Rhône bien sûr, mais aussi récemment sur la Saône, et c'est pas fini, on vient de terminer des chantiers du côté du quai Saint-Antoine. Troisième sujet qui permet l'optimisme, c'est le tout nouveau positionnement du musée des Confluences. J'ai fait partie de ceux qui, quand le musée a ouvert, avaient dit il est absolument essentiel que ce musée traite du confluent. On m'avait dit à l'époque oui, mais bon, on est un musée des confluences de l'homme et des sociétés, et on va s'occuper du confluent, mais plus tard. Heureusement, il semble que le jour est arrivé, puisqu'on nous annonce pour l'automne une nouvelle exposition sur les fleuves du monde qui s'appelle « Nous les fleuves », et qui indique dans son annonce, pour le musée des confluences, l'aspiration à traiter de la thématique des fleuves est une évidence.
ancré entre Rhône et Saône, le bâtiment imaginé par l'agence Himmelblau reflète des couleurs changeantes des eaux comme un vaisseau prêt au départ. Il est une invitation au voyage. Eh bien, j'espère qu'avec cette séquence d'aujourd'hui, nous avons fait déjà une première invitation au voyage. Je vous signale que notre association, l'Alliance des Rhodaniens, organise elle-même déjà depuis maintenant près de 20 ans des voyages sur tous les fleuves et canaux d'Europe. D'autre part, elle est à l'origine d'une exposition itinérante qui a vu le jour en fin d'année dernière et qui a été présentée pour la première fois en février au musée d'histoire de Lyon Gadagne, ensuite à la région et qui maintenant circule un peu partout sur le Rhône et la Saône. Voilà, cette séquence d'aujourd'hui était une introduction pour vous parler des fleuves, on peut en parler longtemps.